Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien sur Cybiopod, un podcast qui traite et discute et parle en long, en large et en travers de science-fiction et de fantastique, et ce sur tous les supports possibles et inimaginables auxquels l'espèce humaine a pu penser jusqu'à présent. Alors aujourd'hui, on va discuter encore une fois, en effet, d'un livre qui me tient beaucoup à cœur. C'est dans la série des bouquins de Frank Herbert, L'Empereur Dieu de Dune. Alors, on va faire un petit récap, un récapitulatif des personnages essentiels de ce bouquin. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, le premier, bien entendu, c'est Leto II, le fils de Paul Muad'Dib. Vous avez ensuite deux individus très importants qui sont tout d'abord Monéo, qui est le majordome de Leto II, mais qui est aussi un Atréide, faut le savoir. Vous avez également Siona, qui est la fille de Monéo, mais qui est aussi une résistante, une rebelle. Vous avez un personnage du passé qui se retrouve ici, donc ça doit faire 3000 fois en fait qu'il se retrouve ressuscité en tant que Ghola, donc c'est encore une fois une forme de clonage particulière qui permet de ressusciter la mémoire d'un Ghola, enfin la mémoire ancestrale d'un Ghola en particulier, donc il revient en effet visiter l'Empereur Dieu. Vous avez un personnage qu'on va voir pendant un certain temps, mais qui est une forme, on va dire, une forme et un intellect et des émotions presque idéalisées du genre féminin, qui est Oui Nori, qui est la nièce de Malky. Et Malky, c'est l'ancien ambassadeur de la planète X, ce fameux Malky, qui est donc quelqu'un qui est la seule personne dans l'univers connu, dans l'Empire humain, donc dirigé par Leto II, capable d'ironiser sur l'apparence de l'empereur, puisque Leto II a subi une transformation importante depuis les Enfants de Dune. Il est en train de se métamorphoser peu à peu en ver des sables. Et donc forcément, c'est l'occasion pour certaines personnes, soit de rire dans son dos, ce qui est dangereux parce que c'est un empereur et que comme tout monarque, il apprécie pas trop qu'on se moque de lui, soit c'est l'occasion de le faire devant lui, d'avoir le courage de le faire devant lui. Ce que Leto II a tendance à apprécier avec Malky d'ailleurs, puisque c'est la seule personne qui soit susceptible de lui parler de travers comme ça, sans que des représailles immédiates puissent être exécutées et mises en place, on va dire. Quand j'ai commencé à prendre des notes sur ce bouquin, je me suis aussi rendu compte de quelque chose auquel j'avais pas trop fait attention précédemment, c'est que il y a le nombre de personnages en fait que l'on trouve dans ce bouquin qui est d'environ donc vous avez 6 7 personnages. Voilà, donc c'est à peu près le nombre finalement, c'est un nombre récurrent de personnages sur lesquels Frank Herbert porte son attention. C'est à peu près la même chose dans le premier, dans le deuxième et dans le troisième. Et ça sera à peu près aussi la même chose dans les deux suivants. Donc ça, je tenais à le préciser parce que ça me semble intéressant. Je pense qu'on est toujours dans le relationnel qui s'effectue entre un certain nombre de personnes et qu'est-ce que ça donne sur une certaine durée ou une certaine longueur, pardon, puisqu'on là on parle de bouquin, et donc le bouquin étant d'une certaine longueur, ça permet en fait de développer ce qui se passe, ce qui se produit à l'intérieur de la tête et aussi donc dans les actes et dans les actions et les interactions entre les différents personnages. Une chose importante que je dois signaler, c'est que c'est vraiment mon bouquin préféré de toute la série et pour plusieurs raisons. Mais la première raison qui plaira à personne, je pense, c'est que c'est un livre d'une très très grande tristesse. C'est un livre qui n'a aucune illusion sur le devenir de l'humanité, sur la nature de l'humanité. On n'est pas du tout dans le rêve humide, éveillé. Non, non, là il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de dire nous sommes des créatures terminales. Il s'agit de dire nous allons mourir. Et il s'agit de dire, et si on ne fait pas attention, on va tous mourir d'un coup. C'est ce que dit ce bouquin. Enfin, c'est une des thématiques en tout cas qui est envisagée par ce livre. Une autre thématique bien plus individualisée et qui est largement plus triste aussi, c'est on n'est jamais plus humain que lorsque notre humanité finit par disparaître
sans que l'on puisse le contrôler. C'est précisément la position dans laquelle se trouve Leto II, l'empereur Dieu, parce qu'il est finalement tout seul dans cette situation. C'est la seule créature de l'Empire qui a vécu 3500 ans. Sachant que l'espérance de vie a augmenté aussi, il ne faut pas non plus exagérer. L'espérance de vie dans l'Empire, vous avez des personnages qui arrivent, je crois, entre 150 et 300 ans pour certains, si ma mémoire est bonne. Donc l'espérance de vie est quelque chose qui a évolué aussi. Mais il n'empêche, vous avez ce personnage-là, qui a démontré une longévité plus qu'exceptionnelle. Et c'est d'autant plus remarquable, c'est qu'il a une transformation physique qui s'effectue. Donc il y a une solitude de l'individu par rapport au reste de l'humanité qui est extraordinaire. Et c'est extraordinaire pas dans un sens positif, c'est extraordinaire dans le sens où ça l'isole et dans le sens où il se retrouve très souvent tout seul avec ses propres pensées, alors qui sont vastes parce que il a un certain nombre de capacités prophétiques, compréhension du passé. Il est comme sa sœur Alia, pardon, pas sa sœur, sa tante Alia. Donc il est né avec la préscience. Donc ça lui permet en effet d'avoir accès aux mémoires du passé et des deux sexes d'ailleurs, hein, c'est-à-dire toutes les mémoires ancestrales qui sont les siennes, il peut y avoir accès. Donc ce sont des pouvoirs qui ne sont pas négligeables, c'est évident. C'est d'ailleurs ce qui en fait l'empereur tel qu'il est, c'est-à-dire qu'au-delà de son apparence physique, il a accès à ses mémoires ancestrales et comme c'est un ver des sables en devenir, entre guillemets, il est aussi imbibé d'épices de manière en temps réel, tout le temps, systématiquement, ce qui fait qu'il est tout le temps pris par les visions. Il ne va pas s'arrêter de discuter avec quelqu'un si les visions arrivent, mais il y a un côté très méditatif aussi dans le personnage, c'est-à-dire il passe beaucoup de temps tout seul, passe beaucoup de temps juste avec lui-même, parce que finalement, l'ensemble de que ce soit ses mémoires ou de ses visions d'un futur potentiel ou des futurs potentiels qu'il peut avoir, ce sont des choses qui sont de nature à l'occuper, et ce sont des choses aussi qui informent la manière dont il dirige l'Empire en question, puisqu'il est au courant des complots qui s'effectuent derrière son dos, il est au courant de qui veut faire quoi, comment et de quelle manière, et il est bien plus au courant que la plupart des gens, dès lors qu'ils essayent d'agir contre son bien-être. Donc l'autre chose aussi qui me paraissait important d'évoquer, c'est le fait que ce livre, sous couvert d'être un livre de science-fiction, c'est en fait un traité de philosophie politique déguisé en livre de science-fiction. Et c'est ça qui fait la valeur de ce bouquin, c'est ça qui fait la valeur de ce livre, c'est ça qui en fait la difficulté aussi, hein, pour être tout à fait clair. Frank Herbert montre bien que l'humanité, dans son ensemble, a un problème d'autodestruction, on va dire. On a une tendance à l'autodestruction. Du fait de la brièveté de nos vies, entre guillemets, nous avons une certaine tendance à l'autodestruction. Partir en flamme, on va dire, d'une certaine manière. Ce qui, hélas, est bien trop d'actualité en ce moment. Et la destruction, elle n'est pas juste physique, hein, c'est-à-dire ne pas oublier que toutes les personnes qui provoquent de la destruction, elles détruisent aussi quelque chose en eux-mêmes, hein, en elles-mêmes. Donc c'est dans ce sens-là aussi c'est un traité de philosophie politique, c'est-à-dire qu'il ose mettre l'exergue entre les tendances autodestructrices de l'humanité et nos capacités créatives et de création et d'innovation. Et c'est là, le livre est très très fort, c'est que il met en place un environnement politico-économique singulier, c'est-à-dire que je n'ai jamais vu dans un autre bouquin quelqu'un qui faisait ce type de choix, où en fait, très clairement, la technologie, l'innovation créatrice humaine, tout cela est banni, et sous l'empereur Dieu, Leto II, tout cela est banni pendant 3500 ans. Je veux dire, dit comme ça peut paraître totalement artificiel, mais il faut quand même bien se rendre compte que nous vivons dans des sociétés où l'innovation et la technologie vont très très vite. Et je suppose qu'il avait d'ores et déjà commencé à repérer le fait qu'il y avait un emballement de l'innovation et de la créativité. Il est capable aussi, Frank Herbert a également fait la critique inverse, hein, des administrations qui font en sorte de barrer la route à des innovations parce que ça leur pose un souci et parce qu'elles ont peur d'être déclassées. Donc la critique, si tant est que ça soit une critique, je pense plus que c'est une question d'observation que de critique d'ailleurs. Il a bien montré qu'il était capable en fait d'observer justement un certain nombre de paramètres de l'espèce humaine,
dès lors qu'elle était en train de faire des choses qui pouvaient l'amener à sa destruction. Et la chose qui est très importante, c'est pour ça que j'indique qu'on est presque dans un traité de philosophie politique, c'est que la pensée est profonde, c'est pas quelque chose qui s'atteint assez facilement dans ce bouquin, c'est parfois un peu trop dense, pour avoir une compréhension immédiate de ce qu'il a pu vous lui dire. Moi, il y a des choses que j'ai compris il y a très peu de temps, en fait, l'an dernier, quand je me suis remis à relire le bouquin, il y a quelques phrases. Alors, vous savez, ce fameux aphorisme qu'il met en début de chapitre et que l'on retrouve là encore. Et là d'ailleurs, ce sont très souvent dans ce livre, ce sont des propos qui proviennent de l'empereur Dieu, pas toujours, mais très souvent, ou des gens qui commentent sur le règne de l'empereur Dieu d'ailleurs. Donc c'est pareil, ce qui fait que ça donne un réalisme. On a presque l'impression que ça a été vécu, tous ces éléments, parce que vous avez un empilement de connaissances diverses et variées d'un certain nombre d'auteurs et soit qu'ils soient Bene Gesserit ou pas, qu'ils soient religieux ou pas, mais qui en tout cas ont une importance en termes universitaires très souvent, etc. Donc ça montre, et d'autant plus qu'il y a bien entendu dans ces aphorismes le fait que les propos de Leto II se retrouvent dans des petites phrases extrêmement bien construites, mais d'une clarté. Parfois, c'est un des facteurs que j'ai apprécié dès le départ de la part de Frank Herbert, c'est-à-dire que ce sont toujours des petites phrases qui ont très peu, dont le vocabulaire en fait est un vocabulaire très courant la plupart du temps, mais la manière dont il les tourne fait que vous prenez un ensemble de nuances dans les yeux quand vous lisez ça, et vous dites mais waouh, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? C'est que peu à peu, en fait, que vous finissez par comprendre la profondeur du propos. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que, comme je l'ai dit pour le premier bouquin, j'ai relu toutes ces œuvres-là à plusieurs reprises, et surtout pour celui-ci. Celui-ci, on ne comprend vraiment pas tout dès la première lecture. La première lecture, c'est un choc. C'est waouh, qu'est-ce que je viens de lire? Quel est ce truc que je viens de lire? Et c'est quand on se remet en fait à la relecture qu'on se rend compte des tas de choses qui sont passées à côté. Et pas juste la première relecture, hein. Je veux dire, j'en suis à 14, 15 hein, en l'espace de 40 ans à peu près. Certains diront que je suis totalement obsédé par cette œuvre et je leur laisse tout à fait la liberté de leur jugement s'ils le veulent, mais c'est pas tant ça en fait, c'est surtout la question, enfin pour moi en tout cas, c'est ce que ça m'a apporté, c'est ce que ça continue à m'apporter en termes de sens et en termes de compréhension. Et c'est là où je trouve que ce bouquin vaut la peine aussi d'être lu et d'être parcouru. Alors, une fois de plus, l'histoire se situe, et en fait d'ailleurs démarre avec des résistants, une rébellion, puisqu'on est encore systématiquement toujours dans cette thématique de la destruction, transmission du pouvoir par des moyens violents. Donc vous avez bien entendu de multiples groupes qui fomentent un coup d'État contre l'Empire et contre l'empereur. Et comme je le disais précédemment, cet empereur qui est devenu un dictateur, un tyran absolu, et qui est devenu un tyran absolu à dessein, c'est quelque chose qu'il a volontairement décidé de devenir, avec pour but d'opprimer l'humanité, pour lui donner, alors c'est ça le paradoxe, opprimer l'humanité pour lui donner les moyens de se libérer. J'ai presque envie de dire, on est dans quelque chose de très naturaliste. C'est-à-dire, il y a des moments dans le bouquin, il se compare à un prédateur, et il explique que le prédateur ne peut vivre que si la proie continue à exister. Très très intéressant comme perception des choses, sachant que, et surtout il indique qu'il est devenu le prédateur ultime puisqu'il n'est plus tout à fait humain. Donc il peut se permettre d'être un prédateur concernant les humains. Mais c'est une prédation très particulière, hein. Encore une fois, il a mis une chape de plomb sur le génie humain. Et dans ce sens-là, Leto II, qui est tout à fait capable de discuter, qui a encore son visage, qui a encore ses mains qui sont visibles, ses mains humaines, et donc avec des expressions humaines, Leto II est humainement quelqu'un de profondément détestable. Donc justement dans le sens où il interdit l'innovation dans toute la sphère humaine. Mais quand on parle d'innovation, attention, c'est pas juste l'innovation scientifique et technologique. Et un petit bémol par rapport à ça, il interdit l'innovation dans la sphère humaine, sauf bien sûr
pour ses propres besoins. Donc il faut savoir que on se trouve à Arakyn, toujours, mais que sous la cité d'Arakyn, il a créé une cité souterraine et que dans cette cité souterraine, il a une machine à dicter et cette machine à dicter est directement reliée à son cerveau, c'est-à-dire que c'est lui-même qui enclenche la machine à dicter en question. Donc il n'a juste qu'à penser pour mettre en route cette machine à dicter. Donc cette technologie, elle a été créée sur la planète X, puisque c'est la planète où, pas l'ensemble, mais une bonne partie des technologies sont développées. Mais c'est la seule technologie, c'est une des seules, c'est pas la seule, il a aussi un lit en particulier qui lui permet d'être, donc avec les suspenseurs, qui lui permet d'être soulevé étant donné le poids qui est le sien. Mais néanmoins, aucune technologie majeure n'est autorisée dans cet empire. C'est une forme de gestion de la frustration humaine de ne pas pouvoir créer, de ne pas pouvoir innover, de ne pas pouvoir se développer. C'est ça que Frank Herbert met en place par l'intermédiaire de Leto 2, de son personnage. C'est on va vous empêcher d'être créatif. Ce qui ne manque pas de sel, étant donné que, n'oublions pas que Frank Herbert est un auteur de science-fiction, donc que c'est un créatif, et qu'il se permet de mettre en exergue une exception particulière qui fait que la créativité n'est pas autorisée dans l'univers en question. Je trouve que, ça manque pas de sel, c'est le moins qu'on puisse dire. Et au-delà du sel, ça manque pas de poivre non plus, ni je dirais d'une quelque forme acide auquel on peut penser, parce que effectivement cet univers, d'autant plus qu'on est sur Arrakis, donc cet univers est aride. Déjà, c'est-à-dire qu'on est dans un monde qui est perçu comme... on retrouve presque les oripeaux d'un monde féodal, c'est-à-dire il y a de la pompe pour les officiels, pour les élites, etc. Et vous avez en effet des gens qui vivent dans des villages avec une très grande simplicité, qui n'ont pas accès à ce à quoi on a accès à l'heure actuelle. Il faut aussi être conscient de ça. Donc ce qui se passe, c'est qu'une résistance progressivement, où je suppose qu'il y a eu plusieurs mouvements de résistance se mettent en place, et la jeunesse, une partie de la jeunesse, ne supporte plus cet état de fait, ne supporte plus d'être coincé, de ne pouvoir rien faire, Et je pense que je peux comprendre cet aspect-là, le fait d'être non pas pieds et poings liés, parce que c'est pas le cas, fort heureusement, mais le fait de se rendre compte que vous pouvez être dans une société qui vous empêche de vous exprimer autant que vous voudriez ou pourriez vous exprimer. Ça, je pense que ça a de son importance. Et cette jeunesse finit donc par se révolter. Et Siona, qui est la fille, comme je le disais précédemment, qui est la fille de Moneo, le majordome de Leto 2, Siona est rentrée dans un mouvement, elle est voire plus ou moins à la tête d'un mouvement de résistance. Et le bouquin démarre comme ça. D'ailleurs, c'est un bouquin qui démarre par de l'action. Et c'est pas une action, c'est pas du pampan dans tous les sens, etc. Non, mais c'est une scène très dynamique. Ce sont des scènes, en tout cas pour le premier chapitre, ce sont des scènes, c'est une scène très dynamique. Donc, dans ce sens-là, c'était... D'ailleurs, il y a tout un côté symbolique, mais bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, puisque ce sont des animaux qui sont à la poursuite de personnes, etc. Et on peut faire le parallèle avec l'Empereur Dieu, qui dit qu'il est devenu le prédateur ultime. Donc, comme je le disais, l'Empereur Dieu, Leto 2, il est absolument détestable vis-à-vis de ce qu'il fait subir à l'entièreté de la race humaine dans tout l'Empire. Mais ça, c'est un choix particulier, parce qu'il a eu des visions particulières qui lui ont laissé entendre, si tu ne fais pas ça, l'humanité va disparaître. Parce que la maturité de l'humanité vis-à-vis de la créativité et de l'innovation dont elle est capable, les deux ne sont pas en corrélation. Il faut des gens suffisamment matures pour être en mesure de corréler les deux. Or, ce n'est pas le cas. En tout cas, dans l'univers qui nous est donné à lire. Mais à titre individuel, voilà, il faut se rendre compte que c'est-à-dire que la prison qu'il fait subir aux autres et au reste de l'humanité, c'est d'une certaine manière la prison qu'il a choisi de subir pour lui-même. Puisque, à titre individuel, ses choix, sa destinée sont absolument tragiques. Il a, encore une fois, les pouvoirs de préscience de Paul, son père. Il a, comme je le disais aussi précédemment, aussi pu acquérir les mémoires ancestrales, car il a été imbibé d'épices pendant l'accouchement de Shani, qui avait un régime qui était fort en épices. Il se transforme peu à peu en ver des sables, et il en est d'ailleurs au passage au dernier stade. Ce sont les dernières centaines d'années de sa vie, peut-être les dernières, peut-être pas, on ne sait pas. Il est le seul au monde dans cette position. Tout ça est très paradoxal, parce que ça
Ça, c'est un personnage qui a une connaissance intime du passé, donc qui a une connaissance profonde, en fait, ou qui laisse penser qu'il a une connaissance profonde de l'humanité. Il a une perception des futurs possibles, ou de celui qui aura le plus de chances d'aboutir de manière saine et positive pour l'humanité. Et donc forcément, il a une vision personnelle de ce qui doit être accompli pour que l'humanité survive en tant que telle. Et lui, il sait pertinemment que dans ce processus, il n'en sortira pas vivant. Donc vous voyez, c'est que on est un personnage qui est profondément tragique, mais d'un tragique, c'est incroyable. Quand j'ai lu ça, j'étais vraiment secoué en fait, quand j'ai lu ça. Pas secoué émotionnellement, je dirais en apparence, là, en surface, non, j'ai été secoué en profondeur. Le bouquin m'a secoué en profondeur, parce que on est en face d'un personnage imaginé qui vit pendant 3400 ans, qui a décidé de faire ce choix parce que, contrairement à son père, à qui il a dit dans les bouquins précédents, si je ne fais pas ce choix, il y a de fortes chances que l'ensemble de l'humanité disparaisse. Mais en même temps, ce choix, ça le place dans une grande fragilité émotionnelle, parce qu'il est tout seul. Il n'a pas de vis-à-vis, il n'a personne avec qui discuter du passé, il n'a personne qui peut comprendre l'expérience par laquelle il passe. Et donc, bien sûr, psychologiquement, il est évident que pour pallier à ça, il va devoir trouver un palliatif. Et qu'est-ce qu'il fait? Comme il a les moyens, comme il paye les gens avec de l'épice, ou il paye une partie des différentes guildes, le Bene Gesserit, le Tleilax, X, etc. Il leur fournit de l'épice dont il peut, contrôler les quantités d'épices qu'il leur donne en fonction de la manière dont ces différentes guildes se comportent avec lui. Pas oublier non plus, ça a son importance. Et donc, il commande au Tleilaxu une série de Gola. Et je suis obligé d'en parler parce que c'est un personnage central, en fait, dans ce bouquin. C'est même pas un spoiler, puisque si vous en êtes à l'Empereur Dieu de Dune, vous devez savoir qu'il y a un personnage très connu qui revient, et qui revient sous la forme d'un Gola. Et c'est un personnage qui a une certaine rectitude morale. C'est un personnage qui a une conception de ce qu'est un Atréide. Donc, je ne dirai pas son nom parce que... Mais vous avez donc ce fameux Gola qui a une perception de ce qu'est un Atréide, c'est-à-dire la droiture morale, mentale et psychologique, dans une certaine mesure, que doit avoir un personnage pour se définir comme Atréide. Et par naissance, Leto II est un Atréide. Vous voyez, c'est le fils de Paul, donc le petit-fils de Leto Ier. Et donc ce personnage, ce Gola, va en effet, petit à petit, on se trouve dans une situation où sa perception, son observation de qui est ce tyran, cet empereur de la galaxie, qui est-il? Et petit à petit, il va comprendre qu'il est en face d'un monstre. C'est vraiment, on est dans La Belle et la Bête, quelque part, où vous avez un monstre qui fait appel à une image du passé, qui peut, grâce presque à un coup de baguette magique, faire apparaître un personnage qui vient du passé avec sa mémoire. Il lui dit oui, c'est bien moi. Oui, je suis bien le fils de Paul. Oui, je suis bien le petit-fils de Leto. Et mon nom est Leto II. Et donc, le personnage il revient à la vie, en fait. Donc, un Gola qui revient avec des mémoires, encore une fois, de qui il était lorsque Paul était toujours vivant. Ce personnage est très déstabilisé parce qu'il est dans un environnement psycho-socio-économique qu'il ne comprend pas, qu'il ne comprend plus. Et la personne qui devrait être une référence émotionnelle et psychologique et en termes de loyauté, en fait, il ne comprend plus cette personne. Il ne comprend plus rien. Et en fait, je crois que le personnage ne comprend même pas qu'il est presque, qu'un objet qui est négocié jusqu'à ce qu'il meure. Voilà. C'est un objet affectif, mais pas autre chose. C'est-à-dire, c'est garder vivante la mémoire Atréide, laisser une trace de ce qu'était la mémoire Atréide pour les Atréides qui sont encore en Leto II, parce que le monstre, de temps en temps, a tendance à se montrer. Et c'est ça qui est tragique, qui est d'un très très grand tragique finalement. Ils finissent tous par comprendre que Leto II n'a plus rien d'un Atréide ou plus grand chose, et que être Atréide, le personnage qui est en face de lui, c'est une chambre d'écho, une echo chamber. C'est pas autre chose, c'est-à-dire c'est voir un Atréide en face de moi pour me dire que je suis encore Atréide. Mais en fait c'est un empereur, c'est un tyran absolu qui n'hésite pas à faire des choses totalement tyranniques,
qui n'hésitent pas à exécuter des gens, etc. Donc avec tout ce que cela suppose, encore une fois, voilà. Les Golas ne comprennent que cette méthode, ces manières de faire n'ont plus rien d'Atréide. Certains l'acceptent, certains Golas l'acceptent et d'autres pas. Et certains meurent et d'autres pas. C'est assez tragique en fait cette espèce d'amitié non réciproque, hein, puisqu'elles se finissent toujours mal, rarement bien, faut être très honnête. Et c'est tragique pour les deux protagonistes, hein, parce que Leto 2, finalement, au vu de l'espérance de vie qui est la sienne, doit faire le deuil de cette personne de manière répétée. Là, on parle juste presque d'amitié, mais si on s'aventure dans la vie affective, alors c'est un désert complet, hélas, sans jeu de mots. Il a les mémoires du passé pour se consoler, donc il fait quelques safaris dans ses mémoires, puisqu'il est capable effectivement de se rappeler de manière très détaillée beaucoup de choses. Donc le safari intérieur aussi, c'est quelque chose qui peut avoir du sens d'ailleurs, surtout si on a une bonne mémoire, c'est-à-dire si on est capable de se rappeler un certain nombre d'événements, avec les expressions faciales, les émotions qui sont échangées, ça a son intérêt. Sa transformation physique en ver des sables l'éloigne peu à peu de la race humaine. Et ça, on peut rien y faire. Il sait qu'il peut rien y faire. Il a pris une décision il y a plus de 3000 ans qui l'ont engagé dans cette voie, et donc il est obligé de suivre la voie qui a un nom d'ailleurs, qui s'appelle The Golden Path, le chemin d'or, qui fait ce qui est si tragique en fait dans ce récit. En fait, il y a différents niveaux de tragédie, enfin pas nécessairement différents niveaux, mais différents paliers de tragédie, puisque c'est un gouvernant qui a fait le sacrifice de son physique pour être en mesure de vivre plusieurs millénaires. Voilà ce qu'il a fait. Il a sacrifié son intégrité physique, et avec pour but, réel ou fictif, on peut aussi se poser la question, bien sûr, afin de protéger l'humanité contre ses penchants suicidaires, quoi. La tendance à l'autodestruction. Mais comme c'est quelqu'un qui s'est transformé physiquement et qui fait plus de 12 mètres de long, okay, donc est en train de se transformer en ver des sables, c'est en même temps quelqu'un qui essaye, donc de par l'amitié qu'il essaye de mettre en place avec le Gola, qu'il fera apparaître dès lors qu'il en a besoin, il se retient à ce qui lui reste d'humanité. Et c'est presque une quête désespérée finalement, d'essayer de garder à tout prix le peu d'humanité qui lui reste. Parce qu'il y a des moments, ça lui échappe, il y a des moments, la bête, le ver des sables qu'il est en train de devenir, prend le dessus. Alors, il lâche la bride à ce monstre, à cette bête, de manière volontaire, à certains moments en effet, mais il n'empêche que dans la plupart des cas, quand son majordome, Monéo, vient le voir, tout ça est relativement sous contrôle, mais pas toujours. Et bien sûr, comme je l'ai évoqué un petit peu avant, c'est que non seulement il y a l'amitié qui est problématique, mais il y a l'affectif et le lien physique, la capacité à aimer physiquement quelqu'un qui forcément devient quelque chose de très difficile pour lui, enfin qui est en fait devenu impossible pour lui. Et il va tomber en effet dans quelque chose qui a toutes les apparences du piège, du piège à miel, comme on dit, honey trap, puisque en fait un clone va être créé, un clone de sexe féminin va être créé, et c'est quasiment, comment dire, l'incarnation, aux yeux en tout cas de Leto, de l'incarnation de la femme parfaite. C'est pas juste une question d'ordre physique, hein, bien entendu, ça va plus loin que ça, c'est-à-dire quelles sont ses intentions à elle en tant que personne. Elle-même, en tant qu'adulte, puisqu'elle a une trentaine d'années, elle se rend bien compte de pourquoi elle a été créée. Elle a été créée pour séduire l'empereur Dieu. Et au lieu de la renvoyer, ou de l'éliminer, ou de faire quoi que ce soit de ce type, finalement, non, il décide de la garder près de lui. Ça va même plus loin. Alors après, on rentre dans les éléments. Nori, oui, Nori, c'est un piège tendu par le Tleilax et par la planète X pour essayer de combler la faille béante, la faille émotionnelle béante qui est la sienne. Faut bien comprendre qu'il vient de passer 3400 ans de quasi-solitude. C'est pour ça que le Gola qui est ressuscité à tour de bras, au cours des siècles, c'était un bon indicateur de la faille émotionnelle qu'il avait essayé d'enfouir au plus profond de son cœur, parce qu'il doit exercer ce métier absolument atroce, aride et sans pitié de perpétuel dictateur. C'est ça qui m'a, en tout cas à titre personnel, c'est ça qui m'a profondément touché dans ce bouquin,
bouquin, il y a une exploration de la notion de sacrifice. D'une part, il y a cette exploration-là, mais d'autre part, il y a le paradoxe aussi pour un auteur de science-fiction, qui certes était plutôt du côté conservateur que du côté progressiste, mais enfin c'est un auteur de science-fiction, donc ça veut dire que la créativité et l'innovation ont leur mot à dire dans son métier, ça il faut pas l'oublier. Mais bien entendu, la thématique évidente le propos évident dans ce bouquin, c'est que l'innovation générée par l'humanité, elle est dangereuse et peut amener à son autodestruction. Donc la critique que l'on peut effectuer sur ce constat, et c'est qu'il dénie à l'humanité. Donc la critique que l'on pourrait faire de Frank Herbert concernant cet aspect-là, même si c'est l'aspect singulier de ce livre, c'est qu'il dénie à l'humanité le droit d'exprimer pleinement l'entièreté justement de ses talents créatifs, inventifs, innovateurs. Et qu'il faudrait donc mettre tout cela sous un contrôle drastique, histoire en effet d'éviter les dangers mortels, susceptibles d'apparaître. Et qui bien entendu pourraient nous balayer tout d'un coup, un peu comme une bombe atomique à l'échelle planétaire finalement. Donc ce que Frank Herbert défend à travers ce bouquin, c'est pas tant parce je pense qu'il est très conscient de ce que sont les êtres humains. Les êtres humains sont des singes savants, sont des singes intellectuels doués de parole, mais ce sont quand même des primates. Et les chimpanzés sont pas des hippies, quoi. Les chimpanzés aussi font la guerre, faut le savoir. D'une certaine manière, ce que Frank Herbert défend, c'est le ralentissement des cycles d'innovation. Et la compression qui est faite, je dirais, à un niveau global, la frustration qui est générée par le fait que l'être humain ou les êtres humains dans leur ensemble et dans l'ensemble de l'Empire ne peuvent pas s'exprimer en tant que créatrice, c'est aussi une espèce de piston, c'est-à-dire que là pour l'instant le piston est pressé, mais il va se décompresser justement, et c'est ce qu'il appelle la grande dispersion. Alors ça c'est un autre sujet, mais l'objectif c'est de faire en sorte que quand l'empereur va disparaître, tôt ou tard, un jour ou l'autre, l'humanité va se sentir libérée, et donc elle va se libérer en termes technologiques, se libérer en termes génétiques, se libérer en termes de contrôle et de maîtrise d'elle-même, ou pas d'ailleurs. Et donc ça vaut le coup de le mettre en place pour ces raisons-là. C'est-à-dire que ça va permettre une expansion, finalement, de l'humanité qui aurait pu se transformer en autodestruction dès le départ. Mais, je veux dire, en mettant en place ce plan, ce chemin doré, c'est que ce qu'il évite, qu'il oublie d'indiquer sciemment, et je pense que c'est volontaire, c'est que ce qui peut détruire peut aussi également permettre de sauver. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'utilisation neutre de la technologie. Donc Frank Herbert se concentre sur le pire, mais il laisse la possibilité de résultats qui peuvent être positifs dans le brouillard. Pour ça, il se base sur la nature humaine et ses bas instincts, en effet, en oubliant volontairement, pourtant que tout est question de flux. C'est-à-dire, si tout va dans un même sens, en effet, ça peut être dangereux parce que si on ne fait que penser à des choses guerrières, bien en effet, on ne laisse pas de place à une paix éventuelle. Mais c'est pareil, il faut aussi comprendre que toute paix a un prix. On est dans un univers où la gratuité, c'est pas des questions juste d'ordre monétaire et financier. Il y a des coûts humains. Donc, il faut comprendre tous ces aspects-là, en effet, ou essayer en tout cas de les comprendre et de les appréhender. Et c'est pour ça que tout est question de flux, c'est-à-dire vers quoi se dirige les flux économiques, technologiques, d'innovation, de créativité humaine, de culture aussi, ne pas l'oublier, et d'outils à disposition. Donc, bien sûr, tout ça est générateur de conflits, mais c'est aussi la manière dont les conflits seront résolus qui compte. C'est pas nécessairement le fait d'avoir une supériorité technologique qui va permettre de résoudre le conflit initial. Et ce qui est assez drôle, c'est que finalement, Frank Herbert, il ne l'oublie pas ça. Il sait pertinemment, il sait très bien que mettre en place une telle résistance à l'innovation, ça ne peut durer qu'un temps. Et que les rebelles, les résistants, notamment ceux qui veulent du changement, finiront toujours par prendre le dessus. Que le conservatisme scientifique et technologique, dans l'absolu, ça a aussi ses limites. Parce que finalement, quoi que vous puissiez contrôler, quoi que vous pensiez être en mesure de contrôler, ça n'empêchera jamais quelqu'un de faire des recherches dans son coin pour faire quelque chose. Et peu importe la chose en question finalement. C'est même pas le sujet. C'est-à-dire que si quelqu'un décide par lui-même de faire ou de mettre en place de l'innovation, à son niveau, cette personne fera des
d'innovation en question. C'est pas quelque chose qui peut être arrêté facilement, c'est pas quelque chose que l'on peut systématiquement et totalement éradiquer, mais par contre, effectivement, l'empereur Dieu n'a fait que jouer les retardateurs dans l'enchaînement multiple de cycles, création, innovation, destruction, donc qui sont propres à l'espèce humaine. Et c'est ça aussi qui est important, c'est que la force créative humaine, la force d'innovation humaine, Frank Herbert, au mépris de son personnage principal, d'ailleurs, montre que c'est une force que l'on peut certes ralentir, mais que justement, on ne peut pas arrêter. Et moi, je trouve que c'est un point de vue plutôt intéressant, donc pour une série de livres qui se base notamment sur les archaïsmes, mais aussi sur les archétypes du pouvoir, à savoir des empires, donc un système féodal, des grands ensembles humains hiérarchisés, qui composent des structures de pouvoir relativement rigides et qui ne tiennent surtout pas à changer. Autre notion que j'ai trouvé assez formidable dans l'ensemble du bouquin aussi, c'est qu'il a fait en sorte que l'armée, les truitesses, donc fish pickers en anglais, qui sont donc les tenantes de sa religion, sont aussi une armée. Et c'est une armée de femmes. C'est pas une armée d'hommes, c'est une armée de femmes. Et ce qu'il a à dire là-dessus était assez... Enfin, au-delà de dire que c'était intéressant, parce que j'arrête pas de dire ça, mais ce qui était intéressant, c'est pareil, c'est que c'était nouveau. C'est-à-dire que Frank Herbert ose mettre en place un ordre religieux qui est en même temps une armée, pour son ensemble est composé totalement de femmes. Et il indique que... Alors c'est assez intéressant parce que je me demande jusqu'à quel point c'est vrai maintenant, justement avec toutes ces histoires toutes ces notions de consentement, parce la justification qu'il donne pour indiquer que son armée de sexe féminin, c'est que elles ne sont pas tentées par le viol, que les femmes ne sont pas tentées par le viol. Je pense que à l'époque, Frank Herbert n'est pas allé très loin dans, comment dire, la noirceur et la perversité de l'esprit humain. Je pense qu'il a loupé quelques éléments. Alors bien sûr, on est tous, comment dire, influencés par les gens autour de nous et par les gens des différents sexes autour de nous. Donc il est évident que dans la majeure partie des... Mais bon, on a Internet maintenant, on a accès à des tas de choses, on a accès à des tas d'histoires, et si on veut, et si on est curieux, on finit par se rendre compte que l'esprit humain est quand même, et quel que soit le sexe, c'est quand même sacrément tordu, quoi. Je veux dire, ça peut aller très très loin. Et que et même, en fait, il n'y a même pas besoin d'Internet pour ça. Il suffit de se rendre compte qu'il y avait des gardiennes de prison nazies. Que donc, pour fonctionner dans ce système-là, il faut peut-être pas avoir certaines prédispositions, mais en tout cas être prête à voir et à se comporter d'une certaine manière. Donc, ce qui prouve bien que ces questions-là, elles sont peut-être plus complexes encore que ce qui était indiqué dans le bouquin. Mais néanmoins, c'est l'argument qu'il donne. Et je pense que l'argument a une certaine validité. C'est-à-dire que, toute proportion gardée, les femmes seront moins enclines, en effet, à faire ce genre de choses que les hommes. C'est certain. Mais il y a tout un autre aspect qui entre aussi, qui rentre aussi en compte, c'est que il indique également que la sexualité chez les truitesses est utilisée comme une force, comme une capacité à domestiquer. Encore une fois, comme je le dis, ça vaut la peine en tout cas de le lire parce que il donne tout un ensemble d'arguments pour expliquer, pour justifier donc la mise en place de cette armée. C'est-à-dire qu'en gros, elles sont plus à même de domestiquer avec le sexe que de tuer si nécessaire. Elles sont capables, elles sont tout à fait formées à ça, elles sont en mesure de le faire. Mais si elles peuvent utiliser d'autres types d'armes, entre guillemets, elles n'hésiteront pas non plus. Donc ça, j'ai trouvé ça, le moins qu'on puisse dire, très imagé. C'est pareil, je n'ai jamais retrouvé cet argument-là dans un autre livre. Jamais. Alors, dans ce sens-là, c'est unique. Dans un autre sens, j'ai presque envie de dire, c'est peut-être l'exception qui confirme la règle, hélas. Leto 2, personnellement, pour conclure, je dirais qu'il me fait penser au Parrain de Coppola. Voilà. Avec une différence essentielle. Enfin, si je devais schématiser, grossir un peu le trait. Donc, avec une différence en effet essentielle, c'est que la famille, c'est l'humanité tout entière. Et que le parrain en question, l'empereur Dieu, a une compréhension réelle, passée, présente, et du futur potentiel de l'ensemble de l'humanité. Et c'est pour ça qu'il fait les choix
qu'il a décidé d'effectuer. Alors, autre chose aussi, puisque j'ai pas encore parlé des films qui ont été faits ces 3 dernières années par Denis Villeneuve, je vais pas encore en parler immédiatement, bien sûr, parce que là on est sur le bouquin, L'Empereur Dieu, mais il a pu indiquer que effectivement après le Messie, il allait peut-être stopper, étant donné qu'il considérait que les bouquins partaient un peu en vrille en effet, et étaient peut-être un peu trop ésotériques d'une certaine manière, en tout cas pour lui. Alors je voudrais juste indiquer 2 éléments qui me semblent importants par rapport à cet argument-là, c'est que en fait, dans l'ensemble de la série de Dune, il y a des constantes. Il y a des constantes. Il y en a notamment une qui est importante et que j'ai d'ores et déjà répétée, qu'on se retrouve systématiquement, donc c'est toujours un conflit politique. Une passation violente du pouvoir régalien entre des factions opposées, en tout cas qui ont des points de vue opposés. Voilà. Et d'ailleurs, c'est une des phrases de ce bouquin qui, dernièrement, ces quelques dernières années, m'a beaucoup... j'avais pas fait attention à cette phrase-là quand j'ai lu le bouquin plus jeune, mais en effet, le fait qu'il dise concernant son observation d'une très grande justesse concernant les monarques et les rebelles, All rebels are closet aristocrats. Tous les rebelles sont des aristocrates. Et il va plus loin, tous les rebelles sont des aristocrates qui ne veulent pas se l'avouer, qui se le cachent et qui ne veulent pas se l'avouer. Et c'est pour cela que je peux les convertir. C'est ce que dit l'empereur Dieu de Dune. Et ça m'a fait bien réfléchir à cette notion de c'est quoi un rebelle, c'est quoi un aristocrate, et finalement c'est quoi un rebelle de quelle que soit la manière. C'est-à-dire, il faut faire attention à la prétendue noblesse des actes, ou à la... J'ai pas fait attention à ce que je disais là, en disant la prétendue noblesse des actes. Un rebelle, de toute façon, cherche à renverser un gouvernement. Qui dit renverser un gouvernement, ça veut dire renverser l'ordre établi. Et pour renverser l'ordre établi, il faut quelque part se dire que l'on est tout à fait à même de remplacer l'ordre établi par quelque chose de mieux. C'est presque quelque chose de l'ordre du divin, se dire quelque chose comme ça. C'est je suis meilleur que l'autre pour faire telle ou telle chose. Donc, dans ce sens-là, en fait, la remarque que Frank Herbert met dans la bouche de l'empereur Dieu est extrêmement puissante, puisqu'il indique bien que ce sont finalement les rebelles qui font les meilleurs administrateurs de son administration, puisque Moneo aussi était un rebelle, paraît-il au départ aussi, même si on le voit pas dans le bouquin. Donc voilà. Donc c'était, je pense, enfin pas pour conclure, mais presque, et je voulais juste revenir sur aussi d'autres constantes, en tout cas au niveau thématique de ce livre, puisque c'est un bouquin qui traite des tendances destructrices de l'humanité. C'était présent dans le premier, que ce soit les films ou les films, ou le bouquin Dune, notamment avec le parti des Harkonnen, mais là c'est beaucoup plus subtil. C'est-à-dire que l'empereur Dieu, c'est quelqu'un qui a fait qui au départ en fait ses sacrifices personnels sont des sacrifices altruistes. Il ne les a pas fait pour lui-même, il les a fait pour garder le pouvoir, mais c'est pour proposer quelque chose aux gens. Et ce qui est proposé, comme je le disais, que ce soit fictif ou pas, c'est la survie de l'humanité. Donc, mais l'appétit de pouvoir aussi est toujours dans les thématiques, c'est important. Tout comme l'importance du sacrifice, puisque pour garder le pouvoir aussi longtemps, Leto 2 fait un sacrifice énorme. Donc le désir d'immortalité, conscient ou inconscient, faut pas se leurrer, c'est quand même là. Et bien sûr les dangers de l'innovation technologique dans un monde où, en tout cas dans l'Empereur Dieu, l'innovation est absolument étouffée, sauf celle qui peut servir à l'Empereur Dieu en question. Toutes ces thématiques, elles sont explorées. Et c'est ça qui vaut la peine, je pense, qui serait très intéressant avec bien sûr, c'est une question de dosage, mais ce serait intéressant de les explorer en profondeur dans un script, même si au final, ces thématiques sont explorées de manière un peu plus courte, tout en ayant un certain impact, quoi. Parce que c'est ça qui compte, c'est l'impact émotionnel, visuel, que l'on peut avoir à partir du moment où on comprend comment sont représentées, symbolisées les thématiques en question. Donc pour moi, en fait, je pense que le pari du livre a été réussi. Je pense que c'est un bouquin qui est très très important parce que effectivement, c'est un bouquin qui déguise un traité de philosophie politique lié à l'utilisation des technologies. Et il le fait dans une continuité narrative donc on connaît déjà. Donc ça, c'est rien à dire, hein. C'est vraiment très très fort, quoi. Mais ça met du temps à percoler pour tous les lecteurs parce que c'est pas un bouquin qui est facile
d'appréhension à la première lecture. C'est pas comme le premier. Le premier, même si on comprend pas tout à 13-14 ans, je veux dire, visuellement, il y a tellement de choses dedans que c'est pas trop compliqué de l'apprécier. C'est beaucoup plus difficile d'apprécier celui-ci. C'est-à-dire que ça monte intellectuellement, ça monte d'un cran, voire de 2 ou 3 ou 5 crans de plus, quoi. Ça va bien plus loin. Et je pense que dans ce sens-là, un film vaut la peine d'être fait. C'est-à-dire, ne serait-ce que pour commenter le relationnel que nous avons vis-à-vis des technologies, en général et en particulier. Ce qui est aussi le fond, je dirais le fond thématique de cette série de livres. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle. Donc qu'est-ce que cela suppose? Alors on sait bien qu'il y a d'autres bouquins qui traitent de ce sujet-là et qui vont totalement à l'inverse, et qui vont totalement et sciemment et profondément à l'inverse de ce qu'a écrit Frank Herbert, en expliquant que l'intelligence artificielle, je dirais surtout très évoluée, peut être libératrice pour l'humanité. Je veux dire, on n'en sait rien pour l'instant, c'est évident, mais ce qui est bien, c'est que les réflexions sont là, elles existent, et c'est ça qui vaut la peine. Et voir un film comme ça, avec quelqu'un qui fait ce genre de sacrifice, plutôt que d'avoir des dirigeants qui sont toujours en train d'essayer de nous vendre des choses qui sont soit pas réalistes, soit qui sont là pour couvrir leurs propres intérêts, je pense que ça peut valoir la peine de mettre ça à l'écran. Ça peut être intéressant comme... Alors bien sûr, on sait tous que la série de livres a eu énormément de succès et que c'est dans ce sens-là certainement qu'un film sera produit. Mais je pense très profondément que c'est un livre qui vaut ça vaut la peine de se pencher dessus et ça vaut la peine d'essayer de voir si on peut l'adapter. Moi, je pense que c'est possible, mais bien entendu, je ne vais pas indiquer de quelle manière dans ce podcast. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. J'espère que ce que j'ai pu dire de ce livre aura suscité votre curiosité, que vous serez intéressé à le lire si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis au prochain numéro. À très bientôt. Au revoir.